Donc, j'ai le plaisir maintenant de vous présenter Ouda Fakhreddine, qui est professeur à l'Université de Pennsylvanie, et c'est l'un des grands spécialistes de la tradition poétique arabe. Par son travail sur l'héritage poétique arabe depuis les origines jusqu'à maintenant, elle est l'une des rares personnes capables de faire le lien entre la tradition poétique arabe pré-islamique et les créations modernes. Elle a beaucoup travaillé sur les conditions pour une lecture véritablement poétique plutôt qu'un récit historisant et orientaliste de la poésie abbasside. Elle a également travaillé sur la possibilité de comprendre la poésie arabe moderne, l'impossibilité de comprendre la poésie arabe moderne sans comprendre ses origines. Pour ceux d'entre vous qui la connaissez, vous savez que ses positions politiques sont informées par sa connaissance intime de la culture arabe. Elle va nous permettre de redécouvrir ce qui est véritablement universel, et là je parle d'un point de vue scientifique. Je souhaitais citer un article publié récemment dans El Quds Arabi, un journal libanais. Ça a été publié en arabe, et le titre était de Gaza traduit le monde pour moi. Et elle a établi le parallèle entre l'expérience palestinienne de la destruction et de la dépossession et l'expérience de Paul Celan, qui était professeur ici à l'École normale supérieure. Et elle nous propose une grande méditation sur la poésie et le langage. Et je vais simplement citer une phrase qui est très caractéristique de son style d'écriture. J'ai traduit son arabe en anglais. Quel est le sens de cet héritage de poésie arabe si toutes les voix ne sont pas prêtes à parler avec la langue de Gaza à cette époque terrible? C'est là le véritable test de la poésie. Et ce test, c'est que la poésie ne va pas mourir avec le temps, comme le disait Nachar el-Nabor, mais ça veut dire que la poésie continue de vivre, peu importe les années qui passent, car elle permet d'exprimer la réalité d'une langue et d'un peuple à un moment donné, quelle que soit la justice des chemins parcourus. Donc nous devons mesurer par Gaza, dans tous les poèmes, Gaza, cette plaie qui ne cicatrise pas, va finir par devenir une langue, une lecture, des questions et une destination de ce que nous pouvons tous devenir après cette guerre. Merci de persévérer sur les ruines. Merci Marwan pour ces mots de présentation très aimables. C'est la première fois que j'ai le sentiment d'avoir vraiment été lue et comprise. Je suis ravie de suivre ce que disait Isabella, car en tant qu'étudiante de la tradition poétique arabe, je suis debout sur des ruines, comme tout lecteur de la Qasida. Les ruines, c'est ce que l'on a perdu, mais c'est également là que l'on retrouve sa voix et que l'on redécouvre sa langue. Et je suis en train d'écrire un livre, ça fait 2 ans que j'ai commencé, au début du génocide, et ce livre s'intitule « Gaza, le chant de nos ruines ». Car je ne voyais pas comment aborder la littérature arabe sans reconnaître Gaza comme nos ruines éternelles qui vont nous permettre de trouver notre langue. Et c'est de cette perspective que je vais m'exprimer, mais encore une fois, je voulais remercier le professeur Fassin qui m'a invité à participer non seulement à cet échange d'idées, mais également à cette communauté pendant cette période aussi horrible.
Je ne vais pas lire, je vais partager avec vous de la poésie. Et comme le disait Isabella, la poésie et l'art ne changent pas forcément le monde de manière immédiate. Ça peut jouer un rôle cathartique, mais comme le disait mon collègue syrien, c'est une opportunité, l'art est une opportunité qui nous permet de méditer et de faire face à la cruauté d'une manière qui peut potentiellement être productive. Je vais partager avec vous des poèmes debout sur les ruines de Gaza. Et je ne vais pas toujours vous lire la traduction en anglais, parce que qui a dit qu'on devait le faire? Et je voulais remercier d'ailleurs les interprètes pour leur contribution à cet événement. La traduction et l'interprétation est un exercice très difficile, et encore plus aujourd'hui alors que nous vivons des choses totalement inexplicables. Dernier commentaire. L'œuvre de Slimane Mansour, un artiste palestinien qui a parlé de la Palestine, de la rivière à la mer. Et vous savez qu'aujourd'hui, la Palestine est noyée dans le sang des Palestiniens. Il n'y a rien de nouveau, à part le caractère irrévocable du massacre. Le monde va bientôt commencer à se réhabiliter en érigeant des monuments à la culpabilité, en récitant des reconnaissances territoriales, en mythifiant les Palestiniens, en cannibalisant le mythe. À l'échelle de cette calamité historique, les préoccupations qui me motivent ici en tant que spécialiste de la littérature arabe sont insignifiantes. Néanmoins, elles touchent au cœur même de notre travail, non seulement en tant que spécialiste de la littérature, mais aussi en tant qu'être humain et qu'humaniste. Comment peut-on étudier la poésie d'un peuple en voie d'éradication? Qu'est-ce qui est nouveau? Qu'est-ce qui est ancien dans la chronologie du génocide? Qu'est-ce que le temps? Quid du langage? Lorsque le génocide contre les Palestiniens est entré dans sa phase la plus récente, la plus visible et la plus minutieusement documentée après le 7 octobre, lorsque des images d'horreur impossibles ont saturé le quotidien et submergé notre sens du possible, le poète gazaouite Yasha Achour, âgé de 25 ans, a posé une question sur Instagram. Si l'ère des miracles est révolue, pourquoi est-ce que l'ère des massacres ne l'est pas? Une invitation à réfléchir. Donc, il avait posté en anglais, hein. Vous voyez, si l'ère, oh mon Dieu, si l'ère des miracles est révolue, pourquoi est-ce que l'ère des massacres ne l'est pas? Une invitation à réfléchir à ce qu'est Gaza en tant qu'intervention dans le temps, dans le tissu de l'histoire, de notre conscience collective. Théodore Adorno pensait qu'il était barbare d'écrire de la poésie après Auschwitz, bien qu'il soit revenu sur cette affirmation après avoir lu la poésie de Paul Celan. Il a admis que la souffrance éternelle a tout autant le droit de s'exprimer qu'un homme torturé a le droit de crier. La poésie, en tant que cri d'une personne torturée, s'impose au monde en ces temps d'horreur que sont le génocide de Gaza, mais la poésie à long terme a un effet bien plus important. Elle rend compte de l'histoire, la sauve d'elle-même, elle transcende l'histoire. Le moment de la poésie est perpétuellement présent et la poésie rend l'expérience partagée et universelle, aussi individuelle, spécifique et parfois indicible soit-elle. La poésie accomplit cela à travers la langue. Elle brise et reconstruit le monde. Pourquoi nous posons-nous aujourd'hui la question suivante de savoir à quoi sert la langue arabe si elle ne se consacre pas, en ce moment, à englober, aussi impossible que cela puisse paraître, l'ampleur de la tragédie de Gaza? Comment pouvons-nous comment est-ce que cette tradition littéraire arabe peut rester vivante si elle ne rassemble pas les voix du passé, les voix du présent, les voix des morts et des vivants, pour rendre compte de Gaza? Comment étudier toute une tradition alors que nous sommes témoins de l'anéantissement d'un peuple et d'une culture? Ce poème auquel je reviens sans cesse est celui de la poétesse
Gazaoui, Hiba Abu Nada. Elle commence par s'adresser à son prédécesseur Mahmoud Darwish et se place ensuite, ainsi que Darwish, dans une longue lignée de poésie, de résistance et de lamentation dans la tradition arabe qui s'inscrit dans un long héritage de confrontation au temps. Je vais vous lire la version en arabe. Ô notre seul maudit soit celui qui nous a séparés par la guerre, et sur ton cercueil nous nous sommes unis. Ô notre seul, la terre est un marché libre, et ton grand pays est une enchère. Ô notre unique, nous vivons une époque d'ignorance, personne ne nous soutiendra, et notre seul soutien efface tes anciens et tes nouveaux poèmes. Pleure et serre les dents, ô mon pays, ô combien nous sommes seuls. Tous les autres ont gagné leur guerre et toi tu es resté dans la boue stérile. Darwish, ne le sais-tu pas, aucune poésie ne reviendra vers la solitude. Ce poème a été écrit en 2017 alors que Hiba Abu Nada n'avait que 25 ans. Elle avait passé la majeure partie de sa vie assiégée à Gaza. Elle avait 32 ans lorsqu'elle a été tuée lors d'une phrase aérienne d'Israël sur sa maison à Khan Younis. Les dates ont leur... Et ça, c'était le 20 octobre 2023. Et croyez-moi, les dates ont leur importance lorsqu'elles marquent l'horreur. Les chiffres ont leur importance lorsqu'ils représentent des années de vie perdues ou volées. Je suis revenu à ce poème à maintes reprises au cours des 2 dernières années. Et lorsque j'ai traduit pour la première fois en 2023, j'ai été frappé par la maîtrise de la forme, par la maîtrise du rythme. Le tu avec lequel elle s'adresse est d'abord Mahmoud Darwish, mais ensuite ce sont d'autres poètes qui ont tenté de s'élever contre le temps et contre l'horreur. Elle rallie également avec force toute une tradition poétique arabe de solitude rebelle comme la sienne, de la Shanfara pré-islamique à son ancêtre juif arabe Al-Sarmarlal, en passant par l'Abbasside Al-Munatabi. Elle est défiante. Une image comme celle-ci nous permet de faire le lien avec de la poésie qui sera toujours présente dans la tradition poétique arabe, avec des poètes tels que Samawal, qui a des ancêtres juifs arabes et qui dit, ce poème ici, j'ai trouvé ta place, et toi qui lis ce poème, pense au plaisir que je prends à l'écrire. Ne sais-tu pas que chaque lettre honnête me fait souffrir, que pour chaque ligne que je choisis, mes doigts se brisent, je m'égare, me réveille en sursaut. Ne sais-tu pas que nous qui entrons dans les poèmes avec nos cœurs et nos larmes, nous franchissons ce seuil et ne revenons jamais. Lines like the resonant Mutanabbi in the Abbasid age, who stands alone in the face of time with nothing but his patience and a soul that refuses to die. أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا وما قولي كذا ومعي الصبر وأشجع مني كل يوم سلامتي وما ثبتت إلا وفي نفسها أمر. Or where he says elsewhere, أحيا وأيسر ما قاسيت ما قتل والبين جار على ضعفي وما عدل. The ruins, as Isabella told us, the Talal, the key that has opened the floodgates of Arabic poems. Les ruines, le Talal, c'est la clé qui a ouvert les vannes de la poésie arabe pendant 1500 ans. Et ce Talal, maintenant, c'est celui de Raza. Raza n'est plus un lieu, simplement. Raza, c'est un locus, c'est un ethos, c'est un repère dans l'espace qui est aussi devenu un point source du temps. Et comme les lecteurs de la poésie arabe le savent très bien, un lieu, ça peut devenir tout le temps. C'est une passerelle
qui existe. C'est un lieu de ruine. Et Raza, maintenant, est ce talal éternel de l'oracle. Et à partir de là, toute langue, tout temps va pouvoir le lire. Dans le sillage du génocide de Raza, le tu auquel Hiba s'adresse dans son poème, ça devient vous et moi, toi et moi, les témoins du génocide, de l'assassinat de Hiba, des centaines de milliers de vies perdues sous nos yeux. Le tu que Hiba plaque contre le mur et qu'elle interroge comme tu dont elle avait désespéré depuis longtemps. C'est le tu de l'industrie intéressée, de la sympathie et de la solidarité qui parade le Palestinien uniquement pour se valoriser elle-même et gagne toutes les guerres, toutes ces guerres. À la fin du poème, Hiba se détourne de nous et va vers le seul tu auquel elle peut croire. Et ô toi, Palestine, ressaisis-toi. En accomplissant un retour linguistique et esthétique brillant, Hiba insiste sur la priorité du soi palestinien et de son autocritique. Elle transforme en art ce monologue intérieur palestinien qui est indifférent au regard ou à l'oreille d'autrui. Et que ce soit son œil, son oreille. Et Raza nous a montré plusieurs fois que les autres, autrui, c'est-à-dire nous autres, nous avons échoué. Nous avons échoué. Nous, les compatissants, les participants qui vont en conférence, les organisateurs d'ateliers, les chercheurs de contrats d'édition, les bâtisseurs de programmes, les anthologistes, les traducteurs, les héritiers, les bénéficiaires du sang versé. Oui, les autres ont gagné leur guerre, tous les autres. Les poèmes que nous avons de Hiba sont des poèmes qu'elle a écrits entre l'automne 2015 et le moment où elle a été assassinée, tuée en octobre 2023. Elle n'a jamais publié de recueil. Elle a publié la plupart de ses textes en ligne, en les envoyant dans le vide de ce monde, en imaginant quelqu'un qui l'écoute quelque part ailleurs. Oui, il y a des publications, des posts en ligne, mais ce sont des poèmes, de par leur tension, de par leur engagement inébranlable vers la forme. Ils insistent pour sonner comme des qasidas. Hiba parle de Raza par des unités sonores de la poésie arabe intemporelle. Elle abrite son expérience, jeune en poésie, vieille en vie, dans les arrangements familiers d'expiration et d'inspiration avec lesquels nous avons lu Al-Mutanabbi et Antara. Bien sûr, la traduction trébuche dans ce cas-là, car elle échoue. Elle échoue à égaler l'énergie immortelle à laquelle cette jeune poétesse se relie. L'anglais, la langue anglaise, arrogamment, pose des exigences. Elle se moque de la rime assumée. La langue s'agite devant les vers parallèles et mesurés. Peu importe que l'anglais comme langue se moque et se tortille. Mais moi, je suis là et je traduis Hiba en anglais, dit l'oratrice. Voilà ce que je fais depuis 2 ans. Je suis là. Je vous parle de Hiba dans la langue en anglais de ceux qui sont les complices de son meurtre ou pour qui cela importe peu. Pourquoi ? Hiba nous a vus pour ce que nous sommes et nous a exposés. Hiba m'a exposé aussi. Voici un poème qu'elle a écrit en 2015. Voici ce qu'elle dit. Je vais le lire. Et j'ai honte en lisant ce poème. Toi, qui lis ce poème, penses-tu que j'éprouve un plaisir à l'écrire ? Ne sais-tu pas qu'avec chaque lettre honnête que j'écris, j'ai mal. Dans chaque vers que je choisis, mes doigts se brisent. Dans chaque rime qui remue mon désir, je dérive, puis je me réveille en sursaut. Ne sais-tu pas que nous, qui entrons dans ces poèmes, avec nos cœurs, avec nos larmes, nous franchissons ce seuil et ne revenons jamais. Elle m'expose, Hiba, parce que je suis sa traductrice de l'autre côté de l'horreur, du mur opposé de la mort. Elle m'expose, moi, alors que j'essaie de faire rouler ces mots sur ma langue. Ils sont amers, je m'étouffe. Et pourtant, je suis là. J'essaie de la canaliser. Ce sont des approximations. Je ne la sers pas bien, pas sur un plateau. Et pourquoi ? Pour me sauver, pour dire, tiens, j'ai fait quelque chose contre l'horreur, pour dire, moi, j'ai résisté. J'ai résisté à quoi ? Au système, aux institutions qui continuent à me manipuler et à m'exploiter. Et cependant, on les utilise toujours. Nous mettons en scène nos horreurs devant les complices. On leur offre ce que Raza nous offre, des mots, des mondes que nous traînons dans de nouvelles salles de visionnement de l'Empire. Quelle est cette forme de résistance qui m'oblige à me mordre ma langue arabe et à traduire dans la langue de ceux qui encouragent le génocide ? Quoi que je dise, ma bouche se remplit de sang.
Raza a signé la fin de nombreux systèmes et institutions du monde, académiques, politiques, juridiques. Parmi eux aussi, il y a le marché de la traduction, surtout lorsqu'il ne s'agit pas d'une conversation entre les égaux, mais d'un sport qui consiste à braconner sur une culture, à la traîner pour la faire vivre dans des cages façonnées, et ceci au profit des autres plus puissants, indifférents et vains. Et oui, pourtant, les traducteurs dans le monde qui existaient avant Raza se sont adonnés au plaisir prétentieux de la pontification sur la traduction, la célébrant comme un vol délicieux, une trahison heureuse, joyeuse. Pensons au moment de Raza, pensons au génocide et souvenons-nous de nos traductions, de nos résistances, souvenons-nous de l'expertise, du savoir qui existe, du contre-savoir. Oui, cependant, il faut aussi vivre avec le fait que tout ceci, toute traduction est une trahison. Malgré nos efforts, souvent intéressés par nous-mêmes, l'expérience palestinienne demeure hors de portée. En tant que réalité, elle est incroyable, invivable, littéralement confrontée au déni de crédibilité en permanence, quelle que soit l'abondance des preuves ou l'étendue irréfutable des archives. Les Palestiniens, tels que des êtres mythiques, sont constamment sommés de prouver leur existence, avec ce que Fadi Jouda appelle la Cassandre palestinienne, un état d'existence impossible qui est encore plus aggravé par des formes de solidarité, de célébration, de reconnaissance condescendante, qui surtout, lorsqu'elle l'exprime hors de l'arabe, deviennent des actes d'effacement plutôt que de reconnaissance. Jouda nous dit ce que le Palestinien voit comme vérité du présent, l'anglais comme langue l'efface, comme une insulte, une folie à guérir, à institutionnaliser, et si tout échoue, à éliminer. La Palestine et sa Nakba sont des vérités simples du présent, un présent perpétuel qui résiste à la dilution dans l'histoire ou à la sublimation dans le temps. Lorsque les formes les plus radicales de la résistance de la révolution palestinienne, c'est précisément celle-ci, c'est-à-dire d'exister dans le présent, de refuser de transformer en un problème lointain ou du passé ou en une aspiration inaccessible de l'avenir. Se souvenir de la catastrophe et d'en rendre compte, de la répéter, toujours avec un sens d'urgence, de continuer à la vivre alors qu'elle se déroule, c'est comme ça que la résistance a lieu. Comment se souvenir et anticiper en même temps? Et que se passe-t-il du côté langue et mémoire? La théorie de la Palestine comme futurité, sa reportabilité demeure le nœud du passé et du présent non résolu et brûlant. De notre vivant, insistent les manifestants. C'est cette insistance sur la contemporanéité que la Palestine dépasse l'histoire et fonctionne comme un mythe, à travers et au sein de sa réalité indéniable. Jouda déclare dans le début de son dernier recueil qui s'appelle Ellipse, « Je suis une affaire inachevée ». Et cela se termine par « Moi, de la rivière jusqu'à la mer ». Je suis de la mer de la rivière jusqu'à la mer, comme si c'était « je suis palestinien, je serai l'avenir, mais pour l'instant je suis présent, non fini, indéniable, je t'occuperai, je t'envahirai, je te maintiendrai suspendu dans mon urgence perpétuelle. Toi, l'ennemi ami, empathique, sympathisant, spectateur, voyeur hypocrite, parent, toi et toutes tes lignes du temps sont otages de mon moment, de mon passé qui persiste comme un présent. Et tout ceci se finit par « I be from the river to the sea », je suis du fleuve à la mer, et ceci est très enraciné dans la géographie tout en étant libéré de l'histoire. Et le palestinien comme présent, la langue palestinienne comme présent, comme réalité, comme quotidien est la chose la plus révolutionnaire et subversive qui soit. Cela nous invite à un challenge de l'expérience palestinienne. Il nous dit: seul le deuil fera que ceux qui restent déchiffrent, et alors l'image pourrait prendre vie parce qu'elle est réelle et qu'elle contient des vides comme si c'était du réel. Oui, le réel qui est la chose la plus dure à imaginer. Et la Palestine est un défi pour nous, pour imaginer la chose la plus difficile, c'est-à-dire nous-mêmes en tant qu'êtres libres. Plus de 800 jours d'abattage, de massacres plus tard, alors que l'illusion d'un cessez-le-feu se profilait, nous avons vu la Palestine surgir des massacres pour nous offrir
un miracle. Je cite Yahya Ashur, qui est coincé aux États-Unis, et c'est le cas depuis 2 ans, dans un réel non réel, qu'il est forcé d'attendre pour des nouvelles de sa famille. Eh bien, je l'appelle pour que nous soyons les témoins du miracle de la Palestine. Il y a des milliers de Gazaouis qui remontent vers le nord pour trouver quoi? Le néant. Vous avez tous, vu les images de Shar al-Rashid avec des témoins du miracle de la Palestine. Il n'y a pas de paraboles, de métaphores, de modes, de paradigmes pour déchiffrer tout cela, pour détenir tout cela. Ce moment devient le paradigme qui s'impose comme un sens, quel que soit le temps, malgré le temps. Gaza, c'est la fin du mythe. Raza, c'est la fin du mythe. C'est la contemporanéité qui fonctionne comme éternité. Azzeddin Shihab continue à tweeter, à poster sur Instagram de Raza, et nous dit « Ils nous ont pris l'ordinaire et ils nous ont donné l'éternité ». Avant lui, Mahmoud Darwish, lui aussi, reconnaissait le mythe comme l'ordinaire de la Palestine. En veillant sur une pierre, nous nous souvenons qu'en tant que locuteurs de la langue arabe et héritiers de son imagination, nous avons des propres portails vers le royaume du mythe. Et ceux-ci sont des façons de recoudre le possible à l'impossible. Et en tant que ruine éternelle, le talal sur lequel nous tenons pour trouver une parole ou des ouvertures dans le temps, qu'elle soit une pierre posée depuis l'origine ou projetée aux confins de la terre, la Palestine déchire le temps et répare le temps. La Palestine, et maintenant, au moment de Raza, réinvente la langue dans nos paradigmes. Et les stratagèmes même que nous utilisions autrefois pour rendre compte de l'histoire et donner sens à l'expérience. Si la Palestine se brise, elle brise le mythe avec elle. Et elle exige une nouvelle langue et un nouveau temps, l'apparence d'une perpétuelle présence, si elle peut avancer, aller de l'avant, possible ou impossible, aller de l'avant vers une Palestine libre. Shukran jazilan.